En cette matinée, nous sommes le 23 février 2023. Il est 8h, nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Mina Abed est déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour Noah, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va? Ça se passe bien? Très bien. Les poses photos, ça se passe bien? Impeccable. Impeccable. Mais grosse technologie hein, quand il s'agit des photographies. C'est terrible. Les filtres qui vont avec. Et... C'est tellement drôle. Ouais. En tout cas, la vieillesse te va très bien. Ça toi aussi, non? Moi aussi. Ouais. Ah oui. Les cheveux blancs, j'aime bien. On va ressembler. Les cheveux blancs, bizarrement, j'aime bien. Mais c'est la grosse mode. Hein. C'est la grosse. Oui, exactement. C'est la mode. Tout à fait. Tout à fait. Eh ben voilà. Donc finalement, les filtres. Bon, on en est encore loin, mais bon. On est encore loin. Très loin. On est encore très loin. Très loin. Pas aussi loin que ça non plus. Le plus loin possible. Le plus loin possible. En tout cas, on a une idée à quoi on ressemble hein, grâce à ces. Ça va, c'est pas trop déprimant. Technologie, non. Non, ça va. Pas du tout. Ça donne bien. Ça donne bien. Oui, ça donne bien. Alors sinon, tu vas nous emmener où cette matinée? Boussaada. Magnifique. À Boussaada. Super. Donc on va aller en week-end. Boussaada, ça va nous suffire? Oui. Bon, c'est pas aussi loin que ça. Hein. Ouais. 250 km à peu près. Un bon long week-end. Un bon long week-end, oui. Ouais. C'est à 3 heures, 4 heures de route à peu près d'Alger. Voilà, tu nous donneras donc quelques bons pour plans. Le week-end, c'est parfait. Quelques bons plans, des priorités à visiter surtout. Il y a beaucoup de choses à visiter. Beaucoup de choses à visiter, mais il y a toujours des priorités. Exactement. Pas des choses les plus importantes en attendant. Il y a de quoi faire pour un week-end. Voilà. Très bien. Donc on parlera de Boussaada ce matin et on reviendra à Alger aussi. Et on ira particulièrement au niveau de la Casbah d'Alger puisque nous célébrons la journée de la Casbah. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très particulier. Donc à chaque fois, on parle de la Casbah, de l'histoire de la Casbah, le patrimoine, les traditions qu'on retrouve au niveau de la Casbah. Aujourd'hui, on va aller traiter un sujet assez particulier. Alors, on sait que la Casbah existe quand même depuis quelques siècles, n'est-ce pas? Et pourtant, elle a fait face à plusieurs catastrophes naturelles, notamment les différents séismes qui ont frappé Alger d'une manière générale, donc au cours de l'histoire de la ville d'Alger. Et pourtant, la Casbah est toujours debout. Exactement. Comme on dit, et ben, c'est grâce à son architecture. Alors déjà à l'époque, il y avait une ingénierie, déjà à l'époque, il y avait toute une réflexion par rapport, déjà l'état sismique de la région a été pris en considération et aujourd'hui on va parler de l'architecture parasismique de la Casbah. Voilà, on aura une architecte spécialisée avec nous qui va nous en parler. Et aussi un événement, il est déjà à sa 10e édition, mine de rien, une véritable tradition qui s'est installée, c'est le Salon de l'Emploi. Tu as une idée? Salon de l'Emploi? Salon de l'Emploi, déjà la 10e édition. Bon, je suis jamais partie, mais oui. J'ai une petite idée, proposition d'emploi. Ah oui, alors cette année, paraît-il, il y aura un peu plus de 2000 offres d'emploi. Donc c'est énorme. C'est déjà... C'est très bien. C'est très bien, voilà. C'est peut-être pas énorme, je pense, mais je pense que par rapport aux années précédentes. Par rapport aux années précédentes, oui. Donc il y a déjà de belles initiatives, de belles opportunités. Exactement. Surtout, pour ceux qui recherchent de l'emploi, mais pour ceux aussi qui veulent développer leur carrière. Voilà, donc ce qui est intéressant, il y a aussi des ateliers. Des ateliers coaching, effectivement, des conférences. Donc ça va durer 2 jours au niveau du Palais de la Culture, du 25 au 26 février. Nous aurons un peu plus de détails dans un petit moment. Et aussi, nous parlerons ce matin d'un sport, d'un art martial. Alors... non, je vais essayer. Pardon, mais ils ont des noms tellement bizarres. Enfin, je vais essayer. Difficile. Voilà, difficile à prononcer. Voilà, difficile à prononcer. Alors, c'est les... Vas-y. Beaucoup de respiration. Hein. Alors, vous pouvez rigoler, commencer à rigoler dès maintenant. De quoi? Jiu-jitsu. Je ne sais pas si c'est ça, mais voilà. On verra plus tard avec nos invités. Si je prononce bien, en tout cas, c'est un art martial. On reviendra avec des champions d'Algérie, déjà qui ont été plusieurs fois champions, déjà de 2012 à 2019. Donc on comprend que c'est quand même une discipline qui existe depuis quelques années, hein, mine de rien, en Algérie, même si c'est vrai que c'est le karaté, le judo qui l'emporte le plus, hein, la boxe, exactement. quand il s'agit des on entend plus sports parler de ces sports-là, oui. Voilà, effectivement. Et pourtant, il y a d'autres sports, il y a d'autres disciplines qui existent. Et nous parlerons également, on aura une très belle nouvelle cette matinée pour celles et ceux qui veulent donc faire de la danse comme passion, pourquoi pas, ou carrément se professionnaliser dans la danse. Et ben il y a une nouvelle école qui va ouvrir ses portes et qui donnera donc des cours de danse. Donc ça va être carrément une école d'enseignement artistique, une école d'enseignement de danse. Voilà pour le menu de cette matinée. Merci encore une fois à Marie Maka qui nous a préparé cette feuille de route d'aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui. Mais sinon, les nouvelles du ciel? Avec plaisir. Allez, ce sera juste après cela.
La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Depuis le temps qu'on est ensemble, je ne sais toujours pas interpréter une carte comme tu le fais si bien. Mais en tout cas, rien que premier contact, première vue, pas de pluie. Bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai pas envie de te dire oui, j'ai pas envie de te dire non aussi. Wafa, chauffez معاها. Pas de pluie ici, regarde, il y a des petites. Où ça? Elles sont petites là, toutes. Ah ouais, toutes petites, toutes petites. خير من والو. معليش, mieux que rien. Ouais, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Oui. Ah oui, écoute. Tu vois, vraiment, mais toutes petites. Depuis tout à l'heure, elles sont là, elles te disent coucou et tout. Ah oui, mais elles se font vraiment rares. Hein. Elles sont malheureusement, elles sont toutes timides. Elles sont toutes timides. Voilà. C'est mieux que rien. Ouais, mieux que rien. Mais apparemment, c'est brumeux à Alger, en tout cas, ce qui est sûr. Oui. Voilà, hein, je fais des efforts voilà, par rapport à la carte. Hein. Magnifique. Bravo. Merci beaucoup. Magnifique. Merci. Je suis bonne élève. J'aurais pas pu faire bonne mieux. enseignante. J'aurais pas pu faire mieux. Non, tu fais beaucoup mieux. Ouh là là. Tu fais beaucoup mieux. C'est pour ça que tu es là, hein, C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que tu es là. D'accord. Allez, vas-y, c'est à toi. Merci. Donc, bonjour à tous, excellent réveil. Effectivement, de la brume, du brouillard également sur l'ensemble des régions côtières. Et puis le ciel restera partiellement voilé. Hein. Tout au long de cette journée, on notera des passages nuageux vers les régions intérieures, notamment celles du centre et de l'ouest, avec quelques pluies à partir de la soirée vers l'ouest du pays. Et puis sur la partie sud, on notera des passages nuageux sur le nord Sahara ou encore les oasis et le Sahara oriental, un ciel voilé sur la Saoura et le sud-ouest avec le retour des pluies à partir de la soirée. On notera un ciel dégagé vers l'extrême sud, le Gard et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 20 degrés du côté d'Alger, 16 degrés à Annaba, on notera 21 degrés à Oran, 21 à Tiaret, 23 degrés à Tizi Ouzou, 24 degrés à Constantine, Sétif, 20 Djelfa, 17 degrés, ça sera la minimale à Al-Bayad et Nama, on notera 24 degrés à Gardaya, 22 degrés à Béchar, 26 Tindo, 27 Ilizi, 29 degrés Insalah, 30 à Darare, enfin 32 degrés. Ce sera la maximale à Bouadji Mokhtar et Ingezem. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt calme à l'ouest et au centre, peu agitée vers les côtes est avec des vents entre 20 et 30 km/h vers les côtes ouest, entre 10 et 30 km/h sur le centre et enfin entre 30 et 40 km/h vers les côtes est. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. Jolie la mer, hein? Ouais, c'est calme. Hein. C'est parfait. Ce qu'on disait, hein, la mer, c'est plutôt calme. Hein. Pour les amateurs des baignades en hiver. Et oui, les baignades bien froides, oui. Tu sais qu'il y a même des clubs et des associations qui se spécialisent dans la baignade, oui, les baignades en plein hiver. Voilà. Pourquoi pas? Mais bon, moi je le ferai pas, mais bon. Oui. Trop froid. Ouais. Oui. Il y a ceux qui se spécialisent dans ça. Oui, il y a ceux qui se spécialisent. Il paraît que c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Et puis il y a des techniques, hein, exactement. Ils se préparent pour ça. Il faut être entouré. Voilà. Merci beaucoup, Mina. Merci. Allez, à tout de suite. À tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Voilà, c'était donc les nouvelles du ciel. On retiendra encore une fois, Mina, des températures plutôt hors saison. Hein, 20 degrés, 30 degrés, 22 degrés. 32 degrés. 32 degrés, n'est-ce pas? 32 donc ça reste quand même. 20 degrés, ça va, c'est bon. Oui, mais il fait bon. Il fait bon pour un mois de journée. N'est-ce pas? Il fait bon pour un mois de février. Malèche, pourvu qu'il pleuve. C'est pas grave. On espère le retour des pluies. Voilà, Inch'Allah, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Déjà qu'il y a un tout petit retour, donc ça annonce peut-être un grand retour. Timide, mais bon. Ça annonce peut-être un grand retour. Doucement, mais sûrement. Voilà, doucement, mais sûrement. On se retrouve dans un petit moment. Avec plaisir. Pour aller du côté de Boussaada, c'est ça. Avec mais plaisir. sinon, on va aller écouter une chanson que tu connais très très bien. Et d'ailleurs, même le groupe lui-même et le chanteur lui-même, tu connais très très bien. Parce que on l'a découvert un petit peu grâce à toi. D'accord. Tu le devines? Je pense. Rabih, c'est ça? Exactement, ce sera Rabih Houtiban qui a fait une très 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 belle reprise d'une belle chanson du patrimoine musical algérien. Je vous laisse
Très 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 belle reprise, le Qahwa Oulatay que tu connais très bien, hein, Nina, hein. Que je connais très bien, effectivement. N'est-ce pas? Très excellent chanteur, excellent groupe aussi. Oui, Très effectivement. bon groupe. Ils font beaucoup de reprises comme ça, de jolies reprises? Non, pas spécialement. Pas spécialement, non, pas spécialement. Il fait ses propres chansons, sa propre musique. En fait, c'est un groupe avec différentes nationalités. En tout cas, je sais que le chanteur, il est violoniste. Exactement. Il est violoniste, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Originaire d'Oran, oui. Originaire d'Oran. Effectivement, il était là l'été dernier, je crois. Il était là l'année dernière, oui, le mois de Ramadan, oui, il était là. Il y a même eu un concert. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel, effectivement. Mais sinon, on était à Alger, on est parti à Oran, on descend un peu plus. On redescend un petit peu, bon, un petit peu. Pas beaucoup. 250 km à peu près. 250 km, c'est pas très très loin. Ça nous fait quoi, 2 heures, 3 heures de route environ? 3 heures de route quand on a de la chance. Ou allez, 4 heures. Allez, pour faire 4 heures vraiment pour profiter un petit peu des paysages durant toute la route. Profiter de la route et pour profiter du paysage. C'est à peu Très près bien. 4 heures de route, allez, on va dire. Allez, 4 heures de route, on va aller mollo boulot. On va y aller doucement. Hein. Voilà. On n'est pas pressé. On n'est pas prêt. On va en week-end. Hein. On va en week-end pour se détendre. Effectivement. Donc autant profiter de la route. Oui, je suis entièrement d'accord, d'autant plus qu'en Algérie, pratiquement tous les 100 km environ, il y a un nouveau paysage, mais alors complètement différent, de ce qu'on a vu avant. On passe d'Alger, la mer, la montagne, au sud, non, mais un peu plus au sud d'Alger. Un peu plus au sud, un peu plus au sud d'Alger, à 250 km d'Alger, là où on a des ressorts, des palmeraies, on est aux portes du désert. Un dépaysement total. Un dépaysement total, voilà, il y a des ressources, il y a des palmeraies, c'est l'oasis la plus proche du littoral. On appelle Bou Saada la porte du désert. Oui. Voilà, Bou Saada la porte du désert ou le lieu du bonheur. Je suis entièrement d'accord. Bou Saada. Oui. Bonheur. Donc, elle porte bien son nom. Elle porte très très bien son nom. Donc à Bou Saada, il y a énormément. Déjà, c'est magnifique, la ville est magnifique. C'est pas très loin de Msila aussi. C'est pas très très loin de Msila. C'est une ville juste magnifique. Il y a énormément de choses à faire. Vous pouvez... Alors, mais si on doit vraiment tracer des priorités, Mina, parce que là, on a juste un petit week-end. Bon, allez, pour un petit week-end, on peut aller visiter la maison de l'artisanat, par exemple, si on est amateur d'artisanat, de bijoux, de cuir. Alors, vous avez la maison. J'ai l'impression, Amina, même si on n'est pas amateur, on en cherche quand même parce qu'à chaque fois qu'on va dans une ville, on a toujours envie de prendre un petit souvenir. Et généralement, petit souvenir toujours typique de cette ville-là. Voilà, généralement, c'est toujours de l'artisanat. Pas que. Hein. Oui. Après, on va y revenir. D'accord. On va y revenir. Donc, maison de l'artisanat, passage obligé pour acheter des petits souvenirs, des petits bijoux pour voir et parler avec les artisans. Il y a aussi, si vous êtes amateur de musée, quel musée Étienne Diné. Étienne Diné, exactement. Il y a le musée d'Étienne Diné qui était autrefois sa maison. Qui était autrefois sa maison et vous pouvez y retrouver toutes ces peintures, des peintures signées, des peintures juste magnifiques. Étienne Diné qui est tombé carrément amoureux de la ville de Bou Saada. D'ailleurs, à travers ses peintures, il raconte un petit peu toutes les scènes de vie de la région. Exactement. Il y a même une peinture, une petite scène qui m'a énormément marquée, que je trouve magnifique. C'est le petit garçon avec 2 adultes qui guettent le Halal Talaïd. Ah oui. C'est une peinture que je trouve magnifique, que je trouve vraiment Moi, je trouve qu'elles sont toutes expressives. C'est vrai que c'est toujours beau de voir des paysages, de voir des portraits. Mais une scène de vie, c'est carrément une peinture qui parle, qui raconte un instant T, comme ça. Voilà, exactement. Un instant qui a vraiment existé. Donc, et on s'identifie quelque part. Oui. On a tous fait ce petit pour voir, pour essayer de voir. On l'a tous fait, donc voilà. Et on va bientôt le faire. On va bientôt le faire. Dans quelques jours. Dans quelques jours, non. Dans quelques jours, Ramadan. Dans un mois à peu près. Ouais, c'est dans un mois. C'est plus dans un mois que dans quelques jours. Oui, tu as raison. C'est pas grave, c'est dans quelques jours. Je ne sais pas pourquoi j'ai annoncé le 23 février aujourd'hui, mais dans ma tête, nous sommes le 1er mars. Je ne sais pas pourquoi. Bientôt, oui. Pas beaucoup, ça passe vite, allez, dans quelques jours. Voilà, autant profiter quand même de ces jours qui arrivent. Autant profiter de ces jours qui arrivent. Voilà, donc ça c'est le musée, donc tu nous disais c'était sa maison autrefois. C'était sa maison autrefois. Alors, vous avez aussi le moulin. Ah oui. Le moulin de Ferréo à voir, à visiter. En fait,
il y a il n'y a pas vraiment. Le moulin, je crois qu'il a été, d'après mes informations, il a été déplacé vers la ville. D'accord. Voilà. Donc on peut voir quelques images du moulin de Ferrero. Il y a aussi Zawiyat al-Hamel. Voilà, nous sommes en train de le voir. Exactement. Très très beau moulin, qui a une très très belle histoire. Bon, un peu long, mais je ne vais pas vous la raconter aujourd'hui, mais il a une très très belle histoire. On lui fera une rubrique particulière. Comment? On lui fera une rubrique, tu lui consacreras une rubrique probablement. Pourquoi pas? Une petite parenthèse, comme la semaine dernière. Comme la semaine dernière. Comme la semaine dernière. Avec le cosmonaute. Avec le cosmonaute, oui. Pourquoi pas? Tassili Nadjer. Tassili Nadjer. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Et pourquoi pas? Donc vous avez la célèbre Zawiya qui appartenait à la confrérie Rahmania. À visiter aussi, c'est toujours magnifique ces lieux-là. Il faut savoir que aussi Bousaada était le théâtre de plusieurs films. Oui. Il y a eu des tournages de plusieurs films à Bousaada, dont 3 pistolets contre César en 1966. Il y a eu des western spaghetti, il y a eu le clandestin, il y a eu énormément de films qui ont été... Pourquoi tu es en train de rigoler? Je rigole pas, je souris. Tu souris? Je souris, c'est un sourire plutôt nostalgique. C'est vrai? Oui. Quand je parlais des films. Des films, oui. Excellent film, surtout Clandestin, j'adore ce film. Voilà, magnifique. Clandestin, c'est un film légendaire. Voilà, c'est pour ça que je souris. Moi, c'est un sourire plutôt nostalgique. C'est vrai? Oui. Moi, j'adore. Là, maintenant que tu en parles, il y a plein de petites scènes, il y a plein de petites scènes qui sont en train de revenir. C'est un film à voir et à revoir et à revoir et à revoir. Et on le regarde toujours avec la même passion, on en rigole de la même manière. Exactement. Moi, j'adore ce film. À chaque fois qu'on le regarde, on a l'impression que c'est la première fois qu'on le voit. Tout à fait. C'est vrai, Oui. tout le monde adore ce film. Moi, j'adore. Moi, personnellement, j'adore. Vous avez le village ancestral de Halig. Halig qui est en restauration en ce moment. Il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, on est en train de le restaurer petit à petit. Vous pouvez y trouver aussi quelques restaurants tenus par des locaux qui proposent des spécialités de Bousaada dans Cherchoura et Zvete. Donc, si vous êtes amateur d'épices, il faut avoir l'estomac bien... Zvete. Il faut avoir l'estomac bien solide. Tu as déjà goûté? Oh non. Non. Ah non, moi aussi je pleure. Non, tu pleures. Je tombe dans les pommes. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais il va m'arriver quelque chose. Je ne sais pas, mais tu pleures, oui. Non, je pourrais tomber dans les pommes, je pourrais pleurer, je ne sais pas, je pourrais crier, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais il m'arrivera quelque chose. Ça, c'est certain. Mais ça a l'air... Il paraît que c'est bon. C'est excellent. Merci. C'est pas bon, c'est excellent. C'est excellent. Bon, mais après, tu pourras demander un spécial pour toi avec moins de har, moins de piquant. Non, c'est pas moins de har, c'est pas de har en fait. Ah, pas de har. Non, c'est pas la peine du tout de manger zvete dans ce cas-là. Écoute, zvete lui-même, c'est har. Je sais, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pas de har. J'aurais pas le courage de demander, j'aurais honte de demander à zvete ça. J'aurais honte, j'avoue que j'aurais honte. Voilà. Alors, tant pis pour toi. Ne pas demander, faire semblant de manger. C'est pas grave, nous on est plus courageux, on mange et on pleure et c'est pas grave. Et on trouve du plaisir. Et on trouve du plaisir à pleurer. C'est vrai que c'est excellent. C'est vrai que c'est. Non, c'est vrai que c'est très bon. Même la cherchoura, elle est excellente, bien épicée. Oui, bien sûr. Bien épicée, très riche. Très riche. Surtout que c'est préparé par les locaux. Oui. Donc, raison de plus justement pour goûter cette spécialité, les spécialités de Bousaada. Vous avez aussi des mosquées, de très belles mosquées, très anciennes à visiter, qui sont juste des mosquées qui sont juste magnifiques. Vous avez la mosquée des Palmiers, la mosquée Sidi Tamer. C'est des mosquées à visiter. Allez-y, faites-vous plaisir. Vous pouvez faire aussi des petites balades, une petite marche, une petite balade au bord de l'Oued. Pourquoi pas? Vous levez tôt, admirez le lever du soleil, qui est juste magnifique. Exceptionnel. C'est une ville juste exceptionnelle, magnifique. Il y a de quoi faire. Donc si vous êtes amateur d'artisanat, d'histoire aussi, il y a des gravures rupestres du côté de Bousaada. Exactement à Ben Soror, à 40 km de Bousaada, vous pouvez trouver des gravures rupestres. Et on y trouve aussi de vieilles ruines, des ruines romaines, du côté de Bousaada. Donc, en gros, pour un week-end, je pense que c'est... Pour un week-end, je pense qu'on aura le temps de faire... Pour un week-end, c'est un petit peu, c'est un bon programme. Il faut être speed.
Parce que généralement, on prend notre temps quand on visite les lieux. Oui. Mais il y a de quoi faire. Non, mais pour ceux qui sont à Alger, c'est vrai qu'à 250 km, ça va. Donc on peut. À 250 km, on est peut-être un peu plus à l'aise que d'autres villes qui sont un peu plus loin. Exactement. Mais entre-temps, je pense qu'il faut bien profiter de son week-end. Hein. Comment ? Il faut bien profiter de son week-end. Ça va créer un bon dépaysement, une bonne coupure. Un bon dépaysement ou une bonne coupure. Donc, si vous avez envie d'y aller, vous pouvez y aller par le biais d'agences, d'agences de voyage, ou même il y a des petits clubs, il y a des petits groupes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller avec eux qui proposent des clubs, des groupes qui proposent des week-ends de découverte, hein, pourquoi pas, avec des visites, des visites. De toute façon, on ne risque pas de se perdre. Une fois sur place, il y a toujours des guides, les locaux aussi sont toujours très hospitaliers, très accueillants. Très accueillant. En tout cas, merci beaucoup, Mina, pour cette magnifique balade et surtout pour ce bon plan, hein, pour ceux qui amateurs d'aventure. Amateurs d'aventure. Hein, voilà. Une petite sortie, une petite sortie. La découverte du week-end. Allez. Surtout, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure après Journal Visite du Midi, après celui de 19h. Oui. Demain, à partir de 8h, pour Bonjour d'Algérie, pour d'autres nouvelles. De 8h, peut-être que tu nous annonceras des pluies, Inch'Allah. Merci beaucoup, Mina. On va voir avec Amel. Ah ouais, effectivement. Merci beaucoup, Mina. Donc cette fois-ci, on va aller du côté de Délice. Ça te dit ? On va remonter un peu. On va remonter un peu. On va aller du côté de Délice, à la Casbah de Délice particulièrement. Samia Bouharour donc s'y était rendu pour rencontrer un guide touristique donc sur place, lui qui va nous parler de sa passion. Il nous en parle d'ailleurs dans ce portrait. On se retrouve juste après. Tous les coins, toutes les ruelles et tous les repères de la Casbah de Délice. Rabah Belhawa, l'un des rares guides passionnés et bénévoles de cette ville côtière, une ville chargée d'histoire. Je suis un guide touristique local avec un savoir de ma volonté, c'est-à-dire que je n'ai pas fait des études, etc. Donc je suis un amoureux de la culture. En même temps, je fais la pêche traditionnelle et patrimoine, je la représente. Je suis dans le domaine peut-être depuis les années 84-85 où j'étais avec des colonies de vacances. On fait des échanges culturels avec d'autres pays étrangers. Toutes ses connaissances en histoire, en archéologie, en tourisme, il les a jalousement préservées depuis son jeune âge en côtoyant d'éminents historiens, écrivains et archéologues de la région. Je me suis jeté dans les bras des historiens et des archéologues. Et je demande des informations, et j'ai appris, et à force de forger, on devient forgeron. Donc, je me suis trouvé comme guide touristique à Délice. Et donc, en général, toute l'année, on travaille. Même durant le confinement, on avait des groupes touristiques qui sont venus. Délice, sa terre, ses racines, son amour qu'il traduit passionnément en racontant son histoire et son glorieux passé aux touristes avides de connaissances sur cette cité millénaire. Quand ils viennent, c'est pour voir la culture des Andalous islamiques. Comment que ça se passe, comment qu'ils vivaient, qu'est-ce qu'ils mangent, comment dormir. Et en général, la Casbah de Délice, c'est plein de marins. Donc les marins pêcheurs. Il y a la gastronomie, il y a aussi le plus beau, on a 4 saisons, la Casbah de Délice. Donc, si on parle des gens qui viennent explorer Délice, même on regarde envers le climat, c'est-à-dire la beauté, le soleil, la verdure, les styles arabesques andalous sur les maisonnettes de la Casbah. Un métier passionnant certes pour Ammi Rabah et tous les guides touristiques de la région. Véhiculer aujourd'hui une belle image de toutes les régions d'Algérie repose sur les compétences de ces guides professionnels et passionnés de ce métier. Un métier qui fait rêver et qui vous donne la possibilité de voyager à travers le temps. Et voilà, c'était donc le guide touristique Ammi Rabah au niveau de la Casbah de Délice. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de la Casbah d'Alger en compagnie de notre invitée, à savoir Madame Amina Foufa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue merci. à vous. Merci pour l'invitation. Et vous êtes donc architecte et vous êtes professeur à l'université. Tout à fait. N'est-ce pas? Toujours en architecture. Toujours. Alors avant de parler de la Casbah d'Alger, la Casbah de Délice, vous connaissez? Oui, très bien, oui. Très bien. J'ai eu l'occasion de restaurer quelques petits monuments dans
Entre 2010 et 2013. Voilà, donc il faut dire que aussi ça reste un patrimoine national. Oui, oui. Très, très important aussi parce que c'est l'une des premières casbahs construites sur le territoire national, datant du Xe siècle. Donc elle a une importance assez particulière pour nous, Algériens, et pour les Déliciens aussi. Voilà, effectivement. Donc ça reste quand même une casbah qui a ses particularités, qui a ses spécificités. Nous en parlerons probablement un jour dans nos prochaines émissions. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la casbah d'Alger puisque nous célébrons la journée nationale de la casbah d'Alger. La casbah d'Alger, donc elle est déjà patrimoine de l'humanité, patrimoine mondial, classé par l'UNESCO. Et aujourd'hui, en votre compagnie, Madame Foufa, ce qu'on disait ce matin au sommaire, lorsqu'on parle de la casbah, on parle beaucoup plus de son histoire, on parle beaucoup plus du patrimoine, on parle beaucoup plus de toutes ses scènes de vie, on parle de son architecture. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser toujours à l'architecture, mais un volet très très particulier. Mais vraiment, on va parler des fondements architecturaux finalement de la casbah, n'est-ce pas, qui sont très particuliers. Ben oui, cette casbah a été construite, elle date depuis très longtemps, donc son histoire remonte à plusieurs millénaires. D'ailleurs, les travaux du métro d'Alger ont mis en évidence donc, toute cette histoire thésaurisée donc, sur plusieurs civilisations. Mais ce qui est particulier donc, par rapport à Alger, c'est que c'est une ville qui a été soumise ou affectée par 2 grands tremblements de terre dans l'histoire. Oui. Donc, le premier, c'était en 1365. Et on a eu donc toute la partie basse de la casbah qui a été inondée, donc on a eu un tsunami, donc toute la partie de Hart el-Jenen, qui représente aujourd'hui la partie côté Bab el-Oued, la porte de Bab el-Oued. Et puis après, donc en 1716, il y a eu un grand tremblement de terre aussi dans la Mitidja qui a affecté Alger. Il a affecté Alger de manière assez modérée, même si dans les archives, même si dans l'histoire des tremblements de terre, on affecte ce tremblement de terre à Alger, mais en fait, il a touché beaucoup plus la Mitidja et la ville de Blida. Donc, par rapport à Alger, nous avons donc une construction particulière, c'est-à-dire qu'à partir de cette date-là, il y a eu le Dey Ali Chaouch qui avait en fait demandé à la population de reconstruire immédiatement sinon il allait procéder à l'expropriation. Et puis il avait demandé aussi à décréter quelque part, je ne suis pas arrivée à trouver ce document, mais dans les sources archivistiques, donc, il est écrit qu'il avait décrété un règlement parasismique. Donc, je dirais parasismique parce qu'il y a eu des techniques de construction que j'ai mises en évidence dans un travail de thèse de doctorat il y a plus de 15 ans, et donc dans lequel on a mis en évidence ces solutions préventive. Donc alors justement, Madame Foufa, excusez-moi, donc là on comprend que finalement lorsque la casbah a été construite pour la première fois, on n'a pas pris en considération la particularité sismique de la région. Donc c'est après qu'il y a eu tremblement que finalement il y a eu réflexion par rapport à cette particularité. Oui, peut-être, parce que ce sont les archives qui nous donnent ces informations-là. Donc on ne sait pas avant. Mais toujours est-il que c'est une casbah qui a été très bien construite, parce que nous sommes, je vais un peu être technicienne, donc ce sont des murs de commande, c'est-à-dire toutes les maisons sont construites avec des murs de commande. Et un mur de commande, c'est un mur qui est maçonné dans toute son épaisseur, c'est-à-dire il n'y a pratiquement pas de vide, ce sont des briques qui sont disposées dans toute l'épaisseur du mur, pour presque toutes les constructions. Après le tremblement de terre, on a rajouté un matériau qui a la capacité d'absorber toute l'énergie de l'onde sismique. Donc c'est un matériau qui est réfractaire, donc le bois. Oui. On a utilisé le tuya et qui a été inséré dans les murs, dans les coupoles, dans les fondations. Donc un système très ingénieux, préventif, donc qui a permis donc à cette casbah d'être résiliente, c'est-à-dire de pouvoir
résister et de reprendre vie après une catastrophe et de continuer. D'ailleurs, elle perdure jusqu'à présent. Et les tremblements de terre qui sont venus par la suite, même s'ils étaient modérés, ne l'ont pas affecté. C'est-à-dire, il y a eu dans l'histoire, il y a eu récemment aussi des tremblements de terre qui n'ont pas touché pratiquement, qui ne l'ont pas affecté de manière grave. Alors justement, dans ce sens, Madame Foufa, au niveau du bastion 23, et à l'occasion d'ailleurs de la célébration de la journée de la Casbah, il y a eu une journée d'études sur l'architecture, sur l'art islamique, donc au niveau de la Casbah. Je vous propose de voir ce reportage que Feria Hamdi nous a préparé. On se retrouve juste après. Très bien. Dans l'un des plus beaux sites d'Alger, au Bastion 23, que s'est tenue une journée d'études sur l'architecture et l'art islamique de la vieille Médina, la Casbah d'Alger. Des thèmes riches et variés abordés par des spécialistes. À l'occasion de la journée de la Casbah, on a programmé une journée d'études sur la Casbah, sur l'histoire d'Alger, de Médina d'Alger. Il y a des conférences sur l'histoire d'Alger à travers les fouilles archéologiques de l'El-Ain, de Zahtuada. Il y a aussi une présentation sur les mosquées d'Alger. Il y a aussi le côté immatériel. On sait tous que Médina Al-Jazair a un patrimoine immatériel très riche. La Casbah, un lieu de mémoire autant que d'histoire. Elle comprend des vestiges, des mosquées anciennes, des palais ottomans, ainsi qu'une structure urbaine traditionnelle, associée à un grand sens de la communauté. Donc on se retrouve au bastion dans le palais 23. C'est pour célébrer la journée nationale de la Casbah. Donc avec un programme un peu riche concernant les différents thèmes que concernent la Casbah. Éventuellement, on a un sujet dont je vais présenter. C'est une fouille qui a été réalisée à la place des Martyrs et dont on a trouvé des découvertes importantes concernant cette fouille. Et cette fouille rentre dans un cadre d'une archéologie préventive. Donc, on en a beaucoup de surprises concernant les fouilles à la place des Martyrs, dont je vais présenter tout à l'heure avec les résultats préliminaires. Malgré les mutations et les aléas sismiques qu'elle a subis, la Casbah d'Alger conserve toujours son intégrité. Les caractères esthétiques, les matériaux utilisés et les éléments architecturaux gardent leur aspect originaux, qui expriment les valeurs ayant prévalu au classement du site en 1992 sur la liste du patrimoine mondial. Voilà, c'était donc la journée d'études autour de l'architecture, de l'art islamique, à l'occasion de la journée nationale de la Casbah qui s'est tenue au niveau du Bastion 23. C'était donc Feria Hamdi qui s'y était rendue, toujours en compagnie de notre invitée, à savoir Madame Foufa. Alors il faut dire que aujourd'hui, la Casbah, donc finalement, depuis des siècles que la Casbah existe, on peut dire qu'il y a eu une réelle ingéniosité dans le travail déjà à l'époque. On n'avait pas la même technologie, on n'avait pas les mêmes matériaux et pourtant on arrivait à nous adapter finalement Effectivement, à la situation actuelle. Oui, il faudrait savoir que chaque civilisation a développé ses propres techniques avec ses savoir-faire, avec les matériaux locaux dont ils disposaient et qu'aujourd'hui on n'a rien inventé. Tout s'est transformé. C'est développé un peu plus probablement. Je dirais par exemple que pour les fondations, ici à la Casbah d'Alger, nous avons un système traditionnel qui égalerait le système utilisé au Japon, donc celui des fondations sur amortisseurs. Donc ici, nous avons deux nappes de rondins de tuyas qui se superposent, au-dessus desquelles il y a une colonne
Et puis de l'autre côté, au Japon, nous avons des fondations qui permettent à la construction, donc amortisseurs, donc qui permettent à la construction de ne pas tomber. Donc c'est les fondations qui bougent. Donc il y a des savoir-faire qui ont été développés donc ici à la Casbah, mais aussi sur le territoire national. Donc il n'y a pas que la Casbah qui présente des techniques, je dirais, sismo-résistantes par exemple, mais il y a, donc après la thèse, j'ai dû investir un peu tout le territoire national et on trouve un peu partout, là où il y a eu une histoire de tremblement de terre, il y a une culture constructive, préventive, donc qui a permis aux populations d'entendre, de continuer de vivre et de perdurer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors justement, Madame Foufa, il faut dire que la Casbah d'Alger aussi a subi plusieurs transformations, elle a subi plusieurs restaurations, rien qu'à la période de la colonisation française. Déjà, il y a eu quand même une partie qui a été complètement détruite. Alors justement, toutes ces restaurations et tout ce travail qui a été fait sur la Casbah n'a pas touché forcément les fondements, parce qu'aujourd'hui, la Casbah, elle résiste, elle continue du moins à résister. Effectivement, c'est-à-dire malgré les transformations qu'a subi ce tissu durant la période coloniale, malgré les malfaçons qu'elle a subi aussi par méconnaissance, parce que par méconnaissance, par méconnaissance. Si on n'est pas, le citoyen ne connaît pas, donc n'a pas une connaissance des pratiques de conservation, etc. Donc il peut faire n'importe quoi. Voilà. Il ne faut pas pas le blâmer, probablement l'informer, le sensibiliser. Le blâmer, mais par contre le sensibiliser aujourd'hui, parce que cette Casbah, c'est nous qui l'avons construite. C'est la population algérienne qui l'a construite. Bien sûr, il y avait les Ottomans à l'époque, et bien avant, c'est-à-dire bien avant, durant la période médiévale. Mais c'est les populations locales qui construisent. On n'a pas ramené des bâtisseurs d'ailleurs. Certes, il y avait des constructeurs qui sont venus, soit qui étaient captifs à l'époque, donc qui ont construit certaines mosquées, etc. Mais la plupart des constructions, c'est-à-dire la plupart de ce qui a été construit, est fait par les autochtones. Donc c'est notre patrimoine et on doit le protéger, le préserver. Il représente notre identité. En plus, c'est la Casbah ou même les autres territoires ancestraux. Ce sont aujourd'hui des laboratoires pour nous de recherche dans tous les domaines. Dans le domaine technique, par exemple, de mettre en évidence et de comprendre comment ce qu'on a construit, quel est le système qui a été adopté pour pouvoir résister et perdurer dans le temps, que ce soit par rapport au confort thermique, par exemple, que ce soit par rapport aux rapports sociaux. Donc il y a, ce sont quand même des laboratoires à ciel ouvert qui permettent à nous chercheurs et aux jeunes générations aussi de mettre en évidence beaucoup de choses qui pourraient être reprises, qui pourraient être reproduites soit en architecture, soit en urbanisme, soit dans les comportements sociétaux, etc. Donc il y a beaucoup dans ce patrimoine. Il y a de la matière. Voilà, il y a de la matière dans ce patrimoine. Alors justement, Madame Foufa, là on voit que la Casbah a résisté depuis quand même des siècles avec toutes les catastrophes naturelles que la ville a connues. Il n'y a pas que les tremblements de terre, il y a aussi les inondations, il y a les intempéries, l'érosion, etc. Donc toutes ces catastrophes naturelles. Mais aujourd'hui, nous assistons quand même à des images qui font, j'ai envie de dire, un peu mal au cœur, parce que on le voit à travers donc les différents supports médias, des démolitions, donc aussi des maisons qui tombent, qui s'effondrent. Alors, qu'est-ce qui fait justement que la Casbah se fragilise alors que ça reste quand même un patrimoine mondial et on connaît autant qu'Algérien, autant qu'Algérois particulièrement, la particularité, la nécessité et surtout toute notre identité finalement tourne autour un petit peu. L'état de conservation est problématique. C'est-à-dire, je l'ai dit, la méconnaissance. Donc la méconnaissance. La population qui habite la Casbah ne connaît pas très bien ce patrimoine
et n'a pas les moyens de le conserver. Donc il y a eu un plan de sauvegarde qui a été initié donc qui a été déjà approuvé en 2010. Là, nous sommes en 2023. Donc il faudrait qu'il y ait d'abord une révision, parce que l'état de conservation de 2010 et celui d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes, puisqu'on assiste à quelques effondrements. D'autre part, l'eau est le premier ennemi. Depuis l'introduction de l'eau. Depuis l'introduction de l'eau, avant, on savait utiliser l'eau et on économisait cette eau. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on trouve, quand on se balade au niveau de la Casbah, on trouve de l'eau qui coule des robinets. Et là, c'est très, très dangereux parce que c'est une construction qui est à base de briques de terre, de mortier de terre. Et donc, quand elle absorbe par capillarité, la structure est fragilisée. Donc, il faudrait que les gens qui y habitent fassent attention à ne pas qu'il n'y ait pas de l'exagération dans l'utilisation de l'eau. C'est vrai que on a besoin de l'eau, c'est la vie, mais entre-temps, mais de savoir comment l'utiliser. Ça, c'est le premier problème. Après, donc, bien sûr, s'il y a une maison en amont qui tombe, bien sûr, celle qui est plus bas, qui tombe, donc bien sûr, celle qui est au-dessus, elle risque elle est fragilisée. Parce qu'elle est fragilisée, parce que la Casbah est construite sur un terrain en pente, et ça, tout le monde le sait, et chaque maison... Qui se supporte un petit peu. Voilà, chaque maison et le contreventement de l'autre, parce qu'elles s'adossent les unes aux autres. On a une cascade de terrasses qui descendent du plus haut du haut de la Casbah jusqu'en bas. Et donc, toutes ces maisons sont accolées les unes aux autres, et donc elles constituent déjà un continuum structurel. C'est déjà du point de vue de résistance, le fait qu'elles soient accolées les unes aux autres, elles constituent une résistance par rapport déjà au tremblement de terre, par rapport à les phénomènes d'autres phénomènes. Mais si on ne fait pas attention, donc fatalement, on risque de le perdre, ce patrimoine. Et là, on serait navré, de ne plus retrouver cette Casbah qui fait partie intégrante aujourd'hui de l'identité, de l'histoire. Son paysage marque la baie d'Alger, donc elle a été tellement décrite par les voyageurs, par les historiens, et on l'a tellement bien décrite que c'est-à-dire son image, en tous les cas pour moi, l'image, elle est dans ma tête, elle est ancrée. Et je n'imaginerais pas un jour la baie d'Alger sans la Casbah. Certainement. Voilà. En tout cas, on espère encore une fois longue vie à la Casbah, n'est-ce pas? Voilà, et bien sûr, ça reste la responsabilité de tous et le concours de tous. Exactement. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, Madame Amina Foufa. Je rappelle, vous êtes architecte, vous êtes professeure aussi à l'université en architecture. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et nous allons aller du côté de Biskra, cette fois-ci en compagnie de notre ami Nakhla Al-Arbi. On se retrouve juste après. Une heureuse coïncidence que celle de notre rencontre avec ce groupe de touristes étrangers, à peine arrivés dans cette nouvelle résidence touristique nichée au cœur d'une palmeraie à Fourella, une petite localité située à quelques encablures de Tolga. Un gîte qui propose aussi un concept atypique, l'agrotourisme. C'est l'unique établissement touristique au niveau de cette localité. La résidence peut accueillir 73 personnes pour le moment. Une extension est prévue. Il faut rappeler qu'aucun palmier n'a été touché lors de la construction de cette bâtisse et c'est justement ce qui lui confère un cachet particulier, celui du tourisme oasien, un concept nouveau qui prendra forme ici. Le touriste sera en contact direct avec la nature, à savoir les palmiers déjà, et les produits issus de l'agriculture locale, mais pas que. On compte aussi mettre en avant la gastronomie locale et l'artisanat de la région. L'entrée en vigueur de la décision de délivrance du visa de régularisation aux touristes étrangers les a fait venir en masse. Cette mesure est aussi une bouffée d'oxygène pour les opérateurs de ce secteur qui a lourdement pâti de la pandémie du Covid. Nous avons organisé ce circuit touristique de Tbessa et on finit par Aloued. Et cet événement, nous avons eu la chance d'avoir des touristes étrangers et que nous l'avons pour la première fois fait le visa de régularisation.
et nous sommes entrés par Tbessa. Beaucoup parmi eux ont voyagé à travers le monde. Néanmoins, leur première visite en Algérie, notamment à Tébessa, Betna et Biskra, leur a d'emblée donné envie de revenir. C'est la première fois que je viens en Algérie. J'ai beaucoup surpris ici. Je veux beaucoup des endroits qui sont merveilleux en Égypte, en Turquie, au Vietnam et l'autre, mais Algérie, c'est un pays que je veux en Timgat, au balcon, comment ça s'appelle, balcon Rofi. C'est plus que merveille du monde. C'est la deuxième fois que je visite l'Algérie, j'en suis ravie. J'ai beaucoup voyagé, mais je ne connaissais pas l'Algérie voisine et je suis tombée sous le charme de ce beau pays. Sans compter l'accueil et la gentillesse des Algériens. Beaucoup de choses, notamment l'histoire et la culture, unissent nos deux peuples. J'ai adoré venir ici. Ça ne sera certainement pas mon dernier voyage. Je suis venue avec le groupe des voyageurs tunisiens. Oui. Voilà. Et quelles sont vos premières impressions? Vous avez commencé par le nord, vous avez vu Tébessa. Tébessa, oui, c'était très bien. On a été très bien reçus par les autorités locales qui nous ont fait une réception extraordinaire. D'abord, c'est un ancien rêve que j'accomplis aujourd'hui. Et puis, cela fait quand même probablement au moins 1 an que j'entends, comme je suis un professionnel du secteur, je constate la grande envie de l'Algérie de développer son tourisme. Mes impressions sont magnifiques, elles ne sont pas bonnes, elles sont très, très, très bonnes. Voilà. Je crois que ce secteur a un avenir devant lui. Il y a une grande volonté qui, j'espère, se concrétisera dans les prochaines années. Il est certain que le tourisme, qu'il soit saharien, culturel ou patrimonial, est en plein essor dans la capitale des Ibans, ce qui n'est pas pour déplaire aux professionnels du secteur. Et voilà, de retour sur le plateau, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à ce rendez-vous qui s'est installé comme une véritable tradition, 10e édition du Salon de l'Emploi, une véritable tradition, hein. Alors, retour en force? Retour en force après 3 ans d'absence à cause de la Covid. Oui. Et là, nous retournons vers nos chers chercheurs d'emploi afin de les mettre en contact avec un maximum d'entreprises. Voilà, vous l'auriez compris, notre invité est parmi nous ce matin. Donc, Yasmine Hadj Ahmed, vous êtes la chargée de communication donc, du Salon de l'Emploi, donc, qui va se dérouler du 25 au 26. Alors, il faut dire 3 ans d'absence. 3 ans d'absence, tout à fait. 3 ans d'absence, donc on revient cette année pour la 10e édition. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette 10e édition? Alors déjà, le nombre d'entreprises. Nous attendons à recevoir une centaine d'entreprises qui sont activement à la recherche de talents, de leurs futurs employés, qui soient jeunes diplômés ou un peu plus expérimentés. Donc ces entreprises sont de différents secteurs d'activité et sont à la recherche de différents métiers. Donc deuxième particularité, c'est qu'il y a plus de 2000 postes ouverts cette fois-ci sur cette édition. C'est très optimiste ça. Oui, enfin, c'est selon les besoins que nous ont communiqués les entreprises. Donc disons que chaque entreprise a à peu près besoin de recruter en moyenne à peu près entre 18 et 20 personnes. Et troisième particularité aussi de ce salon, c'est qu'il va être orienté vers les métiers de la tech. Donc nous aurons un espace dédié aux entreprises qui activent dans la tech et dans le digital. Et nous mettons aussi à l'honneur les startups en leur permettant justement de venir recruter à travers le salon Employee Connect. Quatrième particularité, c'est qu'il y aura aussi des opportunités pour les personnes en situation de handicap. C'était justement la question que j'allais vous poser par rapport à cette frange de la société. Donc là, on donne plus d'espoir finalement par rapport au marché du travail. Tout à fait. Donc déjà, le salon est complètement accessible aux personnes en situation de handicap et les entreprises en fait elles-mêmes nous ont demandé si on pouvait les mettre en contact éventuellement avec ces personnes-là et qu'elles souhaiteraient justement les mettre en valeur et leur donner justement l'opportunité
un petit peu casser cette barrière qu'ils ont avec la société, aussi avec le monde du travail. Donc il y aura beaucoup d'entreprises qui recruteront des personnes en situation de handicap et même, comme je vous l'ai dit, le lieu y est adapté. Donc elles seront les bienvenues, elles seront bien orientées pour justement accéder directement aux entreprises et aux opportunités. Alors, pour les visiteurs, donc pour les demandeurs d'emploi, est-ce qu'il y a des exigences particulières, des facteurs particuliers qui devraient donc présenter pour pouvoir postuler, j'ai envie de dire, pour ces emplois? Alors en fait, il n'y a pas de qualification précise, hein. Donc tout demandeur d'emploi ou demandeur de stage aussi, parce que les entreprises émettront également des offres de stage. Donc toute personne étant à la demande d'un emploi est invitée à s'inscrire sur le site connect.emploitic.com pour avoir son pass et justement accéder à toutes ces entreprises. Donc ça, c'est première chose que l'on doit faire. Et puis deuxième chose, on doit se munir bien évidemment d'un CV. Et ce CV, cette fois-ci, on va digitaliser au maximum cette édition. Donc les personnes participantes n'auront pas à imprimer des piles des piles de CV. Elles n'auront juste qu'à l'avoir sur leur smartphone. Et à chaque stand d'entreprise, elles auront un QR code à scanner qui justement leur permettra de transmettre directement la candidature au service RH de l'entreprise. Donc, la tech au service de la tech. Nous sommes une entreprise 100% digitale. 100% digitale, et voilà, donc 100% digitale. Nous faisons la promotion du digital. Et même les offres d'emploi, c'est toujours dans le digital. Pas que dans le digital. Dans la tech d'une manière générale. Il y a tous les métiers qui sont concernés, mais un petit peu une petite place d'honneur pour les métiers du digital et de la tech. C'est le métier d'avenir. Voilà, c'est le métier d'aujourd'hui, déjà du présent et de l'avenir aussi. Tout à fait. Et nous avons même prévu des conférences, justement, pour accompagner ces chercheurs d'emploi dans leur recherche. Donc nous avons des conférences pour donner un petit peu une vue macro sur le marché de l'emploi en Algérie, quelles sont les compétences les plus demandées, les métiers les plus recherchés, et aussi donner un petit peu une tendance de ce marché de l'emploi à travers bien sûr les chiffres de notre site, et aussi pour accompagner les chercheurs dans cette démarche de recherche d'emploi. Comment se préparer à sa recherche, comment écrire son CV, comment se préparer à un entretien d'embauche, comment tenir un entretien d'embauche. Donc, nous sommes aussi accompagnateurs de ces chercheurs d'emploi et nous tenons vraiment à pas les épauler dans cette recherche. Et aussi, il y aura des thématiques dans la tech. Donc, nous parlerons de reconversion vers les métiers de la tech. Après la Covid, il y a beaucoup de métiers qui se sont, qui ont émergé, et donc la technologie s'est imposée d'elle-même durant le Covid. À un moment donné, on était obligé de se tourner vers la technologie. Tout à fait. Et ça a créé, ça a tassé certains métiers et ça a permis à d'autres métiers de prendre vie. Donc là, nous allons faire aussi une conférence pour parler un petit peu de comment se reconvertir vers ces nouveaux métiers, comment acquérir les compétences pour exercer ces nouveaux métiers. Alors, justement, Yasmine, là, on parle un petit peu des demandeurs d'emploi. Donc, ce sont pratiquement des personnes qui n'ont pas d'emploi, qui voudraient intégrer, bien entendu, une entreprise. Il y a un autre volet qui est très intéressant par rapport à ce salon, c'est qu'il n'y a pas que les demandeurs d'emploi, mais il y a aussi ceux qui veulent aussi, j'ai envie de dire, de développer leur carrière. Donc, ce sont des personnes qui travaillent déjà, mais qui voudraient aller plus loin dans leur carrière. Alors, qu'est-ce que vous réservez à cette catégorie de demandeurs de développement de carrière? En fait, on leur permet déjà de rencontrer directement les entreprises. Donc nous ne faisons pas en fait de distinction entre un primo-demandeur ou une personne qui souhaite évoluer dans sa carrière. Donc pour nous, ça reste en somme un demandeur d'emploi. Après, nous offrons du coaching pour ces personnes-là. Et comme je vous l'ai dit, que l'on soit primo-demandeur ou qu'on ait déjà un vécu dans le monde professionnel, nous sommes peut-être pas à jour sur les dernières tendances, peut-être pas à jour sur comment mettre ses compétences, comment mettre en valeur notre profil professionnel, notre carrière professionnelle pour attirer les recruteurs. Et c'est ce qui va justement ressortir lors de ces conférences. Ça va peut-être être plus simple pour une personne expérimentée de faire valoir son vécu professionnel comparé à un primo-demandeur. Donc nous allons justement
axer les deux volets, enfin plutôt cibler les deux catégories pour leur montrer comment mettre en valeur de manière optimale leurs compétences et attirer les recruteurs justement. Parce que là, la donne change. Ce n'est plus réellement les candidats qui vont vers les entreprises. Voilà. C'est plutôt les entreprises qui tendent à venir vers les candidats et à chercher à les rencontrer. Alors, donc, toujours par rapport, vous nous avez parlé un petit peu des conférences, il y aura aussi des ateliers de coaching, n'est-ce pas? Alors, les ateliers de coaching, c'est la même chose que les conférences ou ce sont d'autres ateliers que vous proposez? C'est la même chose que des conférences. Vous savez, ça va être compliqué d'assurer des ateliers parce que nous attendons beaucoup de monde. Combien de visiteurs en attente? En attente, nous attendons à peu près 20 000 visiteurs sur les 2 jours. Voilà. Nous espérons pouvoir satisfaire justement tout le monde. Et donc, si on organisait des workshops, on pourrait léser une certaine partie des visiteurs. Donc, nous avons préféré plutôt organiser cela sous forme de conférences. Et bien sûr, des conférences qui seraient interactives où les participants pourraient partager leur expérience, poser des questions et échanger directement avec les conférenciers. Alors, les conférenciers, donc, ce sont des personnes du domaine, bien entendu. Donc, qui c'est qui va assurer les conférences d'une manière générale? Alors, donc ça sera des DRH, bien des personnes qui sont dans le métier en lui-même. Donc, nous aurons des conférences autour du métier de la pharma, des conférences autour des métiers de la gestion de la relation client et les autres ateliers, comme je vous l'ai dit, seront axés sur la recherche, l'accompagnement beaucoup plus. Et l'accompagnement beaucoup plus. Donc, ça sera des DRH, des chargés de recrutement, des consultants en recrutement qui assureront ces ateliers parce qu'ils sont le plus en contact en fait avec le monde de l'emploi, avec les candidats. Ils connaissent leurs lacunes et ils savent en fait comment les orienter. Et qu'est-ce qui plaît justement aux recruteurs pour que les candidats puissent le mettre en avant sur leur CV et les attirer. Enfin, le CV reste quand même l'élément clé dans une recherche d'emploi parce qu'il représente, c'est la carte d'identité en fait du candidat. Le recruteur ne sait rien de nous et petite étude, le recruteur met 6 secondes à balayer le CV d'un candidat. 6 secondes. Donc, il faut que les informations pertinentes, que les mots-clés tapent à l'œil très rapidement à ce recruteur pour qu'il puisse contacter rapidement ce candidat. Ah là, la conférence, elle est primordiale maintenant. Il faut vraiment assister à cette conférence. Tout à fait. Et puis, selon les chiffres que nous avons à partir de notre site, pour une seule offre d'emploi, pour un seul poste vacant, les recruteurs reçoivent entre 250 et 300 candidatures. Donc, il faut réellement se démarquer, faire la différence pour attirer l'œil du recruteur. Il y a 300 autres personnes qui ont fait le même parcours que nous, qui ont le même background, qui ont les mêmes expériences. Donc, nous devons tout faire, nous, en tant que candidats, pour faire la différence et pour décrocher le fameux entretien qui nous permettra justement d'étendre plus largement de parler plus largement de nos compétences. Voilà, donc tout ça, on les retrouve le 25 et le 26 février au niveau du Palais de la Culture. Ça commence à quelle heure? Donc, c'est de 10h à 17h les 2 jours, le 25 et le 26 février, au niveau du Palais de la Culture. Voilà, rendez-vous pris. Rendez-vous pris. Donc, pour les inscriptions uniquement, ça sera sur connect.emploitique.com. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Yasmine, d'avoir été parmi nous ce matin. Bonne reprise. Merci beaucoup. Bonne reprise déjà pour le salon. Donc, je rappelle, Yasmine Hadj-Ahmed, vous êtes la responsable de la communication du salon Emploitique. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue. Cette fois-ci, ça va être une balade à travers ces belles images et on se retrouve juste après.
cette fois-ci, c'est au sport que nous allons nous intéresser en compagnie de nos invités, à savoir Amin Boudjelab, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes champion de Jiu-Jitsu Brésilien. Je prononce bien? Oui. Ah bah très bien, marhaba bik. Marhaba bik. Et la grande surprise ce matin, notre ami Rostom. Bonjour. Rostom, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci à vous. والله غير على بالك باش نقول لك Surprise. coup de théâtre. Un coup de théâtre. Un coup de théâtre pour moi. Alors la petite anecdote, en voyant la feuille de route hier, j'ai dit Jawad Rostom. Ah, il y a certainement un livre qui a été édité autour du sport. Bonne idée, bonne idée. Après, j'ai vu entraîneur à côté. Après, je me suis dit non, alors c'est pas lui du tout. Eh ben si. C'est pas lui du tout. Eh ben si. Eh ben voilà, on découvre. Hein. Bah, tu découvres, enfin vous découvrez parce que notre collègue Non, Amal c'est pas, Almi y a pas de problème. m'avait fait l'honneur de me recevoir pour mon premier roman et on avait évoqué aussi cet aspect. Et je t'avais reçu aussi pour parler de Kate Biassine. Mais ça, à ce De moment-là, l'aspect ce n'était pas théâtral. pertinent d'évoquer le jiu-jitsu, non. Voilà. Et voilà, il y a la rédactrice en chef, Mariam Aka, qui me dit qu'elle a fait exprès, qu'elle ne voulait même pas me le dire. Ah ben voilà. surprise. Finalement. Ben justement, c'est Amin Boudjelab, le champion d'Algérie actuel, qui m'avait initié au sport. Rostom, l'autre regard. Voilà, l'autre visage. L'autre visage, voilà. Alors, Amin, je reviens à vous. Et donc, ce sport, il consiste en quoi? C'est un sport de combat. C'est un art martial. En fait. C'est un art martial. C'est un art martial et qui consiste à amener l'adversaire au sol, comme le judo. Comme tous les autres arts martiaux? Pas forcément. Pas Pour la forcément. boxe, il s'agit de l'amener au sol Ah par oui. KO. Non, là, c'est dérivé du judo. Donc, D'accord. c'est des prises, ce qu'on appelle des takedowns. Et on amène l'adversaire au sol. Sauf que, contrairement au judo, le combat ne finit pas lorsque l'adversaire tombe. Il faut le contrôler et obtenir sa soumission, soit par une clé articulaire, soit par clé articulaire. une clé articulaire, c'est-à-dire qu'on va isoler un membre, un bras, une jambe, etc. D'accord. Et exercer une pression sur une articulation jusqu'à ce que l'adversaire se soumette, qu'il tape. Ou bien par un étranglement. Et là encore, on va obtenir l'abandon de l'adversaire. C'est dangereux tout ça. Ce n'est pas, bien, Non, contrairement à l'idée c'est pas reçue, dangereux, ce n'est pas c'est très pas- dangereux, au contraire, C'est comme puisque tout autre art puisqu'on martial. tape. Oui. Mhm. C'est dangereux pour un agresseur qui voudrait s'en prendre à quelqu'un qui fait du jiu-jitsu brésilien. Amin en sait quelque chose. On ne risquera pas. Ne vous inquiétez pas du tout, on ne Oui, risquera si, non, pas. ici, On c'est risquera pas. Alors Amin, vous êtes champion, donc champion d'Algérie de 2012 à 2019, c'est ça? لا كاين وين ماشي كاع لي زاني كاين وين ما تلعبتش كاين وين جيتي بليسي D'accord. ما لعبناش مي كاين بليزيور شامبيون Oui, multiples champions d'Algérie. Ouais. Voilà, donc, Et champion d'Algérie actuel. Voilà, champion d'Algérie actuel, donc s'il y a un championnat, donc on comprend que quand même c'est un sport qui a sa place en Algérie. Certes, N'est-ce pas? qui a sa place, d'autant plus qu'il s'est fait populariser grâce aux arts martiaux mixtes, qu'on appelle le MMA. En fait, à peu près tous les coups sont permis, mais le jiu-jitsu brésilien a été dominant dans les arts martiaux mixtes, et c'est grâce justement à cette novation qui lui a permis de dominer la scène de ce qu'on appelle le MMA et qui est très très populaire. Ah, le MMA, d'accord. Voilà. Maintenant, je me retrouve mieux. Mixed Voilà. martial arts. Voilà, maintenant je me retrouve mieux, ça Voilà. va, j'arrive à me situer maintenant, j'arrive à me situer. Mais l'appellation, elle reste quand même plutôt asiatique, hein. Ça nous fait rappeler le Japon, Ben, ça nous fait rappeler même si fondamentalement, c'est brésilien. fondamentalement, en fait, c'est la famille Gracie hein, Oui. qui a reçu, qui a reçu Mitsuo Maeda, qui lui était un maître de judo. D'accord. Mais ensuite, Helio Gracie, de par sa constitution de gringalet, un petit peu comme moi, contrairement à Amin Laïbalek, a adapté le judo et il en a fait le jiu-jitsu brésilien. Et sa phrase est célèbre: j'ai transformé cet art martial pour permettre aux faibles de vaincre le fort. Et donc, il a maximisé ce qu'on appelle l'effet de levier. Amin est champion. On a une place. Alors, Amin est champion de. On a une place, nous. Comment? On a une place, nous. Justement, on va y arriver. Donc, Amin, qui est champion d'Algérie, mais qui est aussi professeur de mathématiques, c'est pour ça que c'est un. Justement, professeur de mathématiques, on vient de me le souffler à Voilà. l'oreillette. Amin, matheux. شحال Oui. تقرا جوزت الباك؟ 4 fois 4 fois. 4 fois, كل عام تعاود. Qu'est-ce qui fait que vous avez ce rapport avec le bac? ماشي رابور انا بروف دو مات Oui. نجوزو افيك لي زيلاف D'accord. لي زيلاف C'est pour les génial. soutenir. Les soutenir. Oui.
Non, lui, il a eu du premier coup, c'est pas sa problème. Oui, non, je sais qu'il a eu du premier coup et qu'à chaque fois, il l'a. Finalement, à chaque fois, vous réussissez votre bac. Oui, et c'est un pédagogue, et c'est pour ça aussi qu'en parallèle à sa carrière d'athlète et d'enseignant, il a fondé ce qu'on appelle une académie, et donc il est aussi entraîneur. Nous sommes tous les deux entraîneurs. Je suis en fait un entraîneur adjoint. C'est lui l'entraîneur principal avec Sid Ahmed. Comme les entraîneurs, Gali Kour. Voilà, on va parce qu'il y a plusieurs cours, chacun entraîneur. C'est-à-dire plusieurs cours, comme cours. كاين تاع لي زونفون كاين تاع لي زادولت كاين تاع لي فام كاين تاع لي فيتيرون احكي لي شويه على هذاك تاع لي فام تاع لي فام مازال كاين شويه لي فام هكا اللي جاو ماشي بزاف c'est surtout axé sur le self défense. Voilà, self défense, mais est-ce que ça reste, parce que ça reste quand même un sport qui n'est pas, j'ai envie de dire, aussi populaire en Algérie. On parle beaucoup plus de judo, on parle beaucoup plus de karaté, de boxe on connaît, la boxe thaï on connaît, et le Jiu-jitsu brésilien, en fait, est extrêmement populaire, mais moins médiatisé que les autres, parce que nous n'avons pas encore de fédération, c'est tout. Mais sinon, il est extrêmement populaire. Pour les femmes, c'est vraiment souverain en ce qui concerne le self-défense. On connaît le self-défense par contre. Oui, mais quand je parle de maximisation d'effet de levier, ça veut dire qu'avec une très frêle constitution, vous pouvez faire des ravages, puisque vous ciblez une articulation. D'accord. Vous pouvez être une armoire à glace. Si je mobilise mes 60 kilos mouillés pour attaquer juste un poignet ou un coude ou une épaule, je mets mes 60 kilos sur cette épaule-là et je la dévaste. Donc c'est souverain. Et Amin, lui, avec ses adjoints, y compris moi, nous nous concentrons aussi sur le développement de la section enfant. D'accord. Parce que pour un enfant, le jiu-jitsu brésilien a de nombreuses vertus. Ça prendrait toute l'émission pour les citer. Oui. Je vais me contenter de 3. Contrairement aux idées reçues, ça booste la concentration à l'école. C'était justement la question que j'allais te poser, toi aussi, pédagogue, enseignant voilà, français. Nous sommes entre enseignants. Oui. Ça booste la concentration à l'école parce que toute la charge négative, tout le stress est expulsé. Et puis c'est aussi, c'est aussi une façon d'apprendre l'enfant à se concentrer à une chose, sur un seul élément finalement. Oui, mais ça aussi, ça développe sa pensée en arborescence. C'est ça. Parce qu'à partir d'une position, vous avez plusieurs techniques disponibles et selon la réaction, vous avez une pensée algorithmique. S'il fait ça, je fais ça. S'il réagit comme ça, je fais ça. Oui. Donc c'est toute cette pensée en arborescence qui se développe. Vous avez le fait de sortir l'enfant introverti de sa bulle parce qu'il socialise et parce qu'il prend confiance en lui. Si c'est un enfant un petit peu introverti qui peut être harcelé à l'école, et on connaît la cruauté des enfants, eh ben, il va développer une immense confiance en lui. Et à contrario, si c'est lui le harceleur, en général, un harceleur, c'est aussi quelqu'un qui a des insécurités. Effectivement. Eh ben, il va se calmer. Il va se calmer, il va cesser d'embêter les autres. Et la discipline... Une fois, on revient à la confiance en soi. La confiance en soi et la discipline aussi. Ça lui donne une discipline de vie qui va déterminer tout son comportement de manière extrêmement positive. Alors Rostom, justement, aujourd'hui on parle quand même de championnat. Donc Amin, lui déjà, il est plusieurs fois champion, on parle de championnat, donc on parle quand même d'une organisation, autant que sport à part entière. Certes. Finalement. Donc quelle est un petit peu votre réflexion à l'avenir pour créer cette fédération? Parce qu'on parle de championnat, ça veut dire qu'il y a plusieurs clubs, ça veut dire qu'il y a plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs clubs, plusieurs intérêts. Oui. كاينه une fédération. D'accord. كاينه une fédération algérienne de jiu-jitsu. وراه يتخدم في اطار رياضي تما باش تطور هذه الرياضه وراني نشوف انا باللي العوام الاخرين راهي تافونسي وراه يمشي في الطريق. داكور. دونك كاينه اون فيديراسيون كاينه اون ايكيب ناسيونال العام اللي فات داروا دي شامبيون دو موند. داكور. كاين اون 5e بلاص بو ان الجيريان بوا دو 64 كيلو تما كاين حبسه اللي راهي تافونسي راهي تمشي. Voilà, pour faire connaître encore mieux le sport, c'est ça. Oui. Voilà. Alors, je reviens, Rostom, probablement aux enfants. D'accord, parce que c'est vraiment la catégorie la plus intéressante dans tout ça, même si les adultes, donc il y a une remise en forme. Les adultes, ça va de soi, voilà, on va dire. Ils va viennent eux-mêmes au sport. Voilà, effectivement. Mais les enfants, parce que justement, l'intérêt des enfants par rapport à ce sport, aussi vis-à-vis des parents, donc est-ce qu'il y a quand même un engouement? Est-ce qu'il y a un intérêt par rapport à ce sport? Parce que là, je le découvre, en votre compagnie, je découvre ce sport. Les parents remarquent que l'enfant qui est plus introverti va s'ouvrir. Ils remarquent que lorsque sa psychomotricité est un petit peu déficiente, notamment à cause de ce fléau des écrans. Oui. Oui.
la coordination que demande ce sport, hein, de se contrôler soi-même et l'adversaire, ça va effectivement impacter sa psychomotricité et même sa motricité fine. Hein, on dit, les arts martiaux, c'est quelque chose de grossier. Ben, pas du tout, parce qu'il faut avoir la bonne prise au bon endroit, etc. Donc voilà, ça va impacter son hygiène de vie, sa psychologie, sa socialisation. S'il y a des problèmes d'obésité, il y a un champion du monde qui est surnommé Bouchacha, en portugais ça veut dire joue. Il avait 14 ans, il était au seuil de l'obésité. On le fait entrer au Jiu-Jitsu et il est devenu invincible. Voilà. Littéralement, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il se reconvertisse au MMA. Lorsqu'il était en Jiu-Jitsu, c'est terminé, c'est lui le maître. Voilà. Donc c'est vraiment des enfants qui sont transformés et les parents le remarquent. Et ensuite le bouche à oreille, voilà. Voilà. C'est un peu le cas de tous les sports, hein, d'une manière générale. C'est vrai que très vite, lorsque l'enfant est inscrit dans une discipline sportive, très vite on voit le résultat, particulièrement dans la concentration. C'est vrai que certes, mais peut-être que je ne plaide pas pour ma chapelle, hein. Je ne plaide pas pour mon sport, mais non, pas du tout, parce que je fais aussi du MMA, je suis ouvert à toutes les disciplines. C'est peut-être la force du jiu-jitsu brésilien d'ailleurs. C'est que son histoire fait que lorsqu'on fait du jiu-jitsu brésilien, on est amené à être ouvert sur les autres disciplines. C'est ça. On mixe toujours un peu de boxe, on mixe toujours un peu de striking en général, mais c'est aussi un sport très intellectuel. Et donc, il va très intellectuel, effectivement. Là, on fait des enfants de véritables stratèges. Hein. Exactement, ça ressemble aux échecs. D'ailleurs, Bouchacha, son académie s'appelle Checkmate. Voilà. Et c'est un peu le principe. Hein. Je grappille position par position jusqu'à ce que j'arrive à la position finale où ce n'est plus défendable. Il ne reste plus qu'à abandonner. Voilà. Donc, on fait comme ça au roi. C'est un sport très intellectuel. On parle de maximisation d'effet de levier, d'angle d'attaque idéal, de faire en sorte d'attaquer sans être attaqué soi-même, etc. Et ça attire beaucoup des gens qui peut-être ne sont pas attirés au départ par les arts martiaux. Aller, par exemple, dans la boxe ou la lutte, où il y a ce côté très violent. Voilà, un petit peu, l'ambiance, un petit peu, voilà, c'est pas pour les mauviettes, etc. Si, c'est pour les mauviettes, il n'y a pas de souci. Mais on va transformer la mauviette en quelque chose d'extrêmement solide, d'extrêmement confiant, sans en faire des tonnes, juste en faisant travailler sa tête. Et d'ailleurs, la phrase fétiche des entraîneurs de jiu-jitsu, c'est voilà. Là, on a tout compris. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a répété quand j'étais. Il me répétait ça souvent quand j'étais un novice, c'est que. En fait, on a tout compris. Et que quand je lui disais comment tu fais pour me massacrer comme ça, il me dit voilà, tout simplement. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir, de découvrir, pour ma part en tout cas, ce sport en votre compagnie. Amine Boujila, merci beaucoup. Donc, je rappelle, vous êtes plusieurs fois champion de Jiu-Jitsu. Oui, c'est le champion de l'année passée, c'est le champion d'Alger. Actuellement, et il va défendre son titre de champion d'Algérie très prochainement à Annaba, Inch'Allah. Des participations au championnat, probablement pour toi, les années prochaines, très rapidement? Moi, j'ai été aussi champion, mais suite à une blessure au coude, j'ai dû arrêter un moment. Temporiser un petit peu. Voilà, pour que mon coude revienne à sa place. Certainement. En tout cas, Rostom, ça a été un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Encore une fois, voici l'autre regard de Talad de Rostom aujourd'hui. Merci beaucoup, Rostom Amine. Merci beaucoup. Et on continue cette fois-ci. Ça sera pause musicale en compagnie du groupe Zer et on se retrouve pour la dernière station de cette matinée.
Et on reste encore dans le domaine de l'art, dans le domaine de la musique aussi et de la danse, puisque très bientôt il y aura le lancement des cours de danse. On en parle ce matin en compagnie de nos invités, à savoir Madame Hayat Kouider. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Alors vous êtes la directrice de l'Académie internationale de musique et de danse. Exactement. Et vous êtes accompagnée aussi d'un membre de l'Académie, n'est-ce pas? Un prof de musique que vous connaissez certainement, puisqu'il a fait partie de plusieurs groupes mythiques de la nouvelle génération, n'est-ce pas? Et il s'agit donc de Koussaïla Ajarat. Voilà, Koussaïla Ajarat. J'étais en train de penser à Ayouba. Voilà. De Koussaïla Ajarat. Koussaïla, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Alors, Hayat Kouider, il faut dire que l'Académie existe déjà depuis 2 ans, n'est-ce pas? Tout à fait. Et entre-temps, plusieurs promotions ont été prises en considération, prises en charge, n'est-ce pas? Absolument. Donc, nous avons commencé en avril 2021. Donc, voilà, c'était un petit peu le Covid et tout. On s'est dit, on va se lancer, on va faire les choses. Donc, effectivement. C'est une aventure, de lancer l'école exactement. Et c'était la consécration aussi de tout un, on va dire, un historique musical avec Ami Kouider. C'est le grand frère. Le grand maestro. Le chef d'orchestre, exactement. Donc, on a lancé cette académie. Puis, une première année qui était très, très productive. Donc, on a fait beaucoup de choses. On a participé à des événements. Donc, nos élèves ont participé à... Premier concert, c'était le 1er juin. Donc, on avait célébré la journée de l'enfance. Et puis, on a célébré le premier anniversaire de l'académie. Donc, Ramadan, les fêtes, on avait fait un petit spectacle. C'était au niveau de l'académie. Donc, voilà, c'était un peu le fruit de leur travail pendant une année. Donc là, il y avait pratiquement 35-40 élèves qui sont passés sur scène. Donc, et les enfants et les adultes, sachant que notre académie, donc, elle accueille les enfants dès l'âge de 6 ans pour les instruments de musique et solfège, de 6 ans on va dire de 7 à 77 ans. Donc les enfants, les adolescents et même les adultes. 77 ans et plus. On a eu une dame de 80 ans donc, qui venait pour prendre des cours de piano. Ça donne beaucoup d'espoir, ce que vous dites, parce qu'à un moment donné, on se dit, ça y est, on arrivait à un âge particulier, on ne peut plus apprendre si on n'est pas, n'est-ce pas? On a un petit peu ces idées reçues. J'ai une élève qui fait 56 ans. C'est pas trop tard pour moi, ça veut dire. Ben oui. C'est pas du tout trop tard pour moi. Ben oui, vous êtes encore jeune. Merci. Alors Koussaïla, je reviens à vous. Donc vous êtes prof de musique au niveau de l'académie. Il faut dire que la musique a de tout temps suscité l'intérêt, que ce soit des enfants, mais des parents aussi, qui encouragent finalement leurs enfants à prendre des cours, n'est-ce pas? Exactement. Je suis aussi le prof de solfège. Je suis prof de saxophone. C'est magnifique, il y a beaucoup de parents qui viennent voir leurs enfants, qui poussent leurs enfants vers la découverte de la musique et tout. Et puis moi, comme musicien, quand je vois ça me réchauffe le cœur, ça me donne des trucs, ça me donne de l'envie de... Ça vous encourage finalement. Ben oui. Voilà, donc là déjà on a une musique enfant, nous avons un bel atelier, nous sommes en train de le voir. Exactement. Ils sont tout petits, les enfants. Tout petits. Là c'est la classe de chorale avec aussi un excellent professeur. Donc on a recruté que des jeunes, donc du potentiel. Et là c'est Monsieur Nabil Belranem avec la classe de chorale. Donc on fait une fois par mois une classe de chorale, donc un cours de chorale où tous les élèves donc, se réunissent pour travailler un petit peu la voix, connaître un petit peu ce que c'est la musique, chanter, donc travailler en groupe aussi parce que ça c'est important. Voilà, donc les mettre un petit peu. C'est primordial en musique de travailler en groupe, de travailler en équipe. Alors justement, Hayat Kouider, donc durant ces 2 années depuis que l'académie a ouvert ses portes, donc c'est la musique qui a été mise en valeur beaucoup plus. Donc tout le travail a été axé sur la musique. Aujourd'hui, il va y avoir une nouvelle aventure au niveau de l'académie, n'est-ce pas, lancement des cours de danse? Tout à fait, nouvelle, on va dire nouvelle aventure et une nouvelle consécration. Donc j'annonce le lancement des cours de danse. Donc à partir du samedi 4 mars, Inch'Allah. Donc pour les petits et les grands. Donc voilà, petits et grands. Donc à partir de l'âge de 4 ans. Et puis voilà, on fait enfants, adolescents et adultes. Jusqu'à quel âge? Alors là, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de poids, il n'y a rien du tout. Donc là, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc le lancement des cours de danse à partir du samedi 4 mars. Donc au niveau de l'Académie internationale de musique et de danse ASEMA, qui se situe au niveau de l'esplanade de Sofitel Hamma. Nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. Donc vous pouvez consulter nos pages et puis prendre contact
contact avec nous. Alors justement, Hayat Kuider, donc ça va être les lancements de danse. Lorsqu'on parle de danse, même dans la danse, il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs types de danse. Est-ce qu'il y a des danses particulières que vous allez lancer, des disciplines comme ça particulières en danse? Tout à fait. Alors nous allons commencer déjà par la danse classique, mais je dis bien danse classique académique. Donc ce n'est pas juste venir juste pour danser. Donc nous avons une très très bonne professeure de danse, Madame Ahlam, donc qui est premier prix du conservatoire d'Alger. Donc elle a fait quand même, on va dire vraiment, c'est quand on dit danse académique classique, donc c'est les pointes, donc vraiment c'est le travail académique. Donc c'est avec des méthodes internationales, voilà. Donc c'est apprendre vraiment à danser comme danser dans un ballet. Donc voilà, c'est les mêmes techniques et tout. Alors donc finalement, ça va être beaucoup plus, j'ai envie de dire, une professionnalisation de la danse. Donc on ne vient pas juste pour danser, juste pour passer du temps, mais vous comptez réellement en faire des danseuses, des danseurs professionnels, probablement pour assister par la suite à des événements, à des festivals, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Qui dit musique classique dit aussi danse, ballet. Donc même avec les orchestres, on a fait déjà des ballets, donc ça rime avec musique et danse. Ça le fait. Après, bien sûr, il y a la musique contemporaine, la musique, plutôt la danse contemporaine et moderne, donc tout va être inclus dedans. Mais là, on va commencer par le lancement de la danse classique. Donc voilà, ça va le faire. Et c'est aussi, même par rapport à nos programmes pédagogiques, par rapport à ce qu'on fait à l'académie, donc éventuellement, on fait même de la musique algérienne. Donc on a introduit la musique algérienne et M. Koussaïla Adjelad le fait super bien. Donc c'est il introduit, et moi aussi quand je recrute des professeurs, je profite de leur potentiel et de leur créativité. Certainement. Donc ils nous ramènent de nouvelles idées, on se consulte et on se dit pourquoi pas. Donc même travailler un peu la musique algérienne. C'est ce qui fait la particularité de la spécificité, la particularité donc avec même du solfège, de donc apprendre à lire aussi la musique algérienne. Voilà, justement. Et Koussaïla, je reviens à vous. Donc encore une fois, danse et musique, ça rime, ça va de soi, ça va ensemble. Et donc du moment que nous sommes dans la même académie, est-ce que sur le plan musical, vous comptez aussi faire un petit peu de ces jeunes pépites? Donc on voit déjà un petit jeune qui s'adonne très bien au violon. Donc d'en faire aussi des professionnels de scène particulièrement, donc pour des festivals, pour des événements musicaux, pour des événements particuliers. Notre objectif dans l'académie, c'est de donner, de passer le message à tous les musiciens, tous les futurs musiciens, pour savoir lire la partition comme un professionnel et jouer de la musique comme un professionnel. Voilà, donc ça leur permet finalement d'avoir un avenir plus solide en musique. Exactement. Donc participer avec d'autres groupes, d'autres orchestres, à s'adapter finalement à toute situation. On enseigne pour cet objectif justement. Et juste, je pourrais rajouter ce que aussi en coach des professionnels. Donc je vais rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on a participé au Festival européen en 2021 et on avait un jeune pianiste qui était vraiment, on a déniché des pépites comme ça. Donc, ce qui est extraordinaire aussi dans cette académie, c'est que des fois, on a des jeunes qui viennent comme ça, on les écoute, on leur fait des petits castings comme ça, et on trouve qu'ils ont un potentiel, mais juste extraordinaire. Donc, c'est des génies. Donc là, on leur amène des professeurs vraiment, on va dire, professionnels, qui les suivent et les coachent. Et donc, ce jeune-là, c'était un jeune pianiste qui a participé avec nous, avec l'orchestre de Hassema, sous la direction d'Ami Kuider. Il a participé avec nous dans le festival européen de la musique classique. Et aussi, on a participé récemment, il y avait même Madame la ministre de la Culture, c'était au niveau de la Bibliothèque nationale, donc il y avait le Multaqa Shu'ara, voilà, donc il y avait la rencontre de la poésie traditionnelle arabe, et là on a été sollicité aussi, d'ailleurs même M. Adjelad Koussaïla était parmi nous, et là aussi on a mis en valeur et au premier plan, on va dire bien sûr nos professeurs, et aussi une jeune chanteuse qui est aussi parmi nous dans notre académie, elle prend des cours de chant, voilà, elle fait de l'andalou, donc les faire participer éventuellement pour la scène. Toujours un très bon encadrement. Vous êtes venu accompagné de vos instruments, n'est-ce pas? Ben oui. Avec plaisir. Voilà, c'est une chanson du patrimoine que j'adore. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Je rappelle, Hayat Kuider, vous êtes directrice de l'Académie internationale de musique et d'enseignement, et Koussaïla Adjelad, vous êtes professeur de musique au niveau de cette académie. Je vous invite donc à nous interpréter Harramtou Bik Nouassi. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouve avec un très grand plaisir dès demain à partir de 8h. Ciao.
Thank you.